L'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro. D'abord, bonjour et bienvenue Alexis Corbière. Première question, elle est toute simple. Il va y avoir une procédure accélérée pour le vote. Conseil des ministres mercredi, Assemblée jeudi, Sénat vendredi, et tout ça doit être voté avant donc les fêtes. Je le parle de l'ensemble du dispositif de fin d'année. Est-ce que vous allez les voter ? On découvre les textes, on va regarder. Il y a de toute façon une situation où, quelle que soit l'évolution du dispositif, parce qu'il faut suivre entre les annonces de lundi dernier, ce qu'annonce aujourd'hui le Premier ministre dans les Échos, les choses sont en train de se modifier. Un principe général de la part du gouvernement qui est de ne pas faire de recettes nouvelles et de ne pas poser le problème d'une fiscalité nouvelle. Moi, je serais favorable à ce que ceux qui sont les plus fortunés participent davantage. Un des grands désaccords que nous avions avec Emmanuel Macron et sa majorité, c'est notamment le fait de cette suppression de l'impôt sur la fortune. J'entends souvent dire que c'est pour les symboles. Non, c'est pas pour les symboles. C'est que notamment il y a un report partiel de l'impôt sur les sociétés. Alors, mais ça, donc ça n'est pas une participation supplémentaire. C'est une baisse qui avait été annoncée, qui peut-être est reportée. C'est pas la même chose. Oui, mais enfin, c'est pas, comment dirais-je, d'un point de vue politique, c'est un signe qui devrait vous faire plaisir. C'est un petit signe qui a évolué, mais je répète, ça n'est pas une contribution supplémentaire. J'ai compris. C'est une baisse. Non, mais c'est quand même important. Alors, c'est quoi le problème ? Parce qu'à partir de là, quand on lit dans le détail... On taxe les GAFA aussi. Alors ça, c'est intéressant, mais il faut voir quel est le dispositif pour le faire. Là encore, il y a un effet d'annonce qui est intéressant. Je le conteste pas, mais vous voyez dans cette histoire, non pas que je veux être tatillon, mais regardons exactement de quoi on parle. Et moi, ce qui me pose un problème, c'est que quand on lit notamment l'interview du Premier ministre, qui a l'air très intéressante ce matin dans les Échos, c'est qu'il considère que pour faire face à tout ça, eh bien, il va y avoir une réduction du fonctionnement de l'État, et ça a déjà été dit par un autre personnage qui est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dans la semaine, que notamment le service public va se réduire, il va y avoir moins de dépenses. Et alors là, je dis au mouvement à ceux qui sont mobilisés, souvent des gens de ces zones périurbaines, etc., qui considéraient qu'il y avait un affaiblissement du service public, est-ce que la réponse, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul ? Une fois qu'on a dit ça, revenons quand même à ce qui a eu lieu. Revenons à ma question, est-ce que vous allez voter ou pas ? Mais je ne sais pas exactement ce qui va être sur la table. Vous ne savez pas lundi ce que vous allez faire mercredi. Ben oui, c'est un des problèmes d'ailleurs, c'est que le gouvernement fait des annonces lundi et progressivement ne s'est fait évoluer le dispositif. Et moi, je fais pas de cadeau au gouvernement. Je veux regarder dans le détail si véritablement il y a des avancées significatives. Normalement, une hausse du pouvoir d'achat par le SMIC, qu'il s'agisse des célibataires, des couples ou des femmes seules avec un enfant, ça devrait quand même être positif socialement. J'entends bien. Une hausse du SMIC refusée par la France Insoumise, ça peut faire sourire. Voilà. Donc, sauf que Guillaume Durand vient de dire une hausse du SMIC refusée, mais il n'y a pas de hausse du SMIC. Il y a une hausse du SMIC de 1,8%, c'est l'inflation. Ça, c'est mécanique. Quel que soit le nom du ministre, il s'appelle X, monsieur machin, il y aurait eu ça. Deuxièmement, il y a une prime d'activité qui est versée. D'accord ? Une prime d'activité, c'est pas la même chose. D'où vient l'argent de la prime d'activité ? Ça va être de l'argent de l'impôt. Qui va payer cet impôt ? Beaucoup, souvent, les classes moyennes et même les... Non, ce que je veux dire, c'est que moi, le désaccord que j'ai, c'est un problème de répartition des richesses. C'est que depuis 1 an et demi, monsieur Macron, notamment, a particulièrement baissé la participation des ultra-riches à travers l'ISF et toute une série d'entreprises qui, franchement, faisaient des bénéfices. Ce désaccord a l'air de rester. Non, mais attendez, c'est pas la même chose si c'est les classes moyennes et les milieux populaires qui se payent leur propre augmentation de primes d'activité à travers le paiement de la TVA ou des impôts ou éventuellement le fait que le service public en bas de chez eux va fermer. Mais c'est les classes moyennes qui paieront. Parce que c'est pas. On est d'accord. Je suis pas d'accord. Non, mais vous avez parfaitement raison. Non, mais d'accord. Mais ce sont les classes moyennes qui paieront. Mais pour ceux qui sont les plus défavorisés, c'est quand même une bonne nouvelle. Non, mais c'est toujours mieux, évidemment. Bon, alors pourquoi pas voter ? C'est que je vous dis, je demande à voir. Vous attendez de demander à Mélenchon ou à Ruffin ou à. Mais c'est pas ça la question. C'est que si mais Guillaume Durand, c'est pas ça le sujet. C'est que si la conséquence qui est annoncée, c'est qu'il va y avoir toute une série de suppressions de postes de fonctionnaires. Non, mais c'est la question majeure de le désaccord que nous avons depuis lundi dernier. C'est que fondamentalement, ce gouvernement ne met pas en place une politique qui remet un coup de justice fiscale. C'est quand même ça le fond du débat. Donc il y a une manœuvre, une astuce qui consistait. Regardez, on fait plein de choses, y compris avec, franchement, une certaine confusion. Vous écoutiez cette semaine Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, totalement paumée, incapable d'expliquer quoi que ce soit. On avait dit que la CSG, ça allait concerner les retraités. Non, c'est clair, c'est dans les Échos. C'est parce que c'est pas parce que c'est les Échos. On va regarder dans le détail du dispositif quel est le principe des recettes. Non, mais moi, je suis prêt à voter tout ce qui est augmentation réelle des gens. Mais je ne suis pas prêt à mettre le doigt aussi dans une entourloupe qui consiste à dire qu'il y a des effets d'annonce. Je demande à voir s'il n'y a pas des trous dans la raquette. Ça concerne qui véritablement ? J'observe que ce qui est intéressant dans l'interview du Premier ministre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils ont bougé
plutôt dans la bonne direction depuis lundi dernier. Ça, vous pourriez voter. On pourrait, non mais ça pourrait être l'idée, mais je demande à voir, notamment quand je l'entends dire qu'il va réduire la voilure du fonctionnement de l'État, combien de postes de fonctionnaires oui, mais ça, les gilets jaunes, pardonnez-moi Alexis Corbière, c'est pas parce que je veux vous interrompre systématiquement, mais on a entendu pour la première fois dans le mouvement ce week-end, il y a eu des violences pendant 4 actes et puis une moindre participation, puis une prise de parole des différents leaders des Gilets jaunes. Et il y a des choses qui sont assez communes avec ce que vous pouvez en général revendiquer, comme par exemple le retour de l'ISF, mais alors que de différences. Parce que justement, le périmètre de l'État, ils n'en veulent plus. C'est-à-dire, vous qui défendez un État fort, ils n'en veulent plus. Les impôts, ils veulent les baisser d'une manière massive. Les taxes et impôts, ce qui est quand même très très loin du programme de la France Insoumise tel qu'il a été soumis lors de la présidentielle. Et quand on voit les sondages, on se rend compte que Jean-Luc Mélenchon est celui parmi les grands leaders politiques qui progresse le moins dans cette affaire. Donc il n'a absolument pas profité de cette séquence 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dire un mot sur les sondages puisque vous voulez qu'on en parle. Vous savez, j'ai commencé l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen était à 30%, nous on était à moins de 10. À l'arrivée, elle est à 24, on est à 19,5. D'accord ? Donc les photographies soi-disant voilà. Et Guillaume Tabar a bien décrit les choses. Les sondages ont plus le mérite de dire finalement le second tour n'a pas changé, les rapports de force ne bougent pas et Marine Le Pen aussi haute, c'est l'assurance vie de monsieur Macron. Donc est-ce que c'est la réalité ? Jean-Luc Mélenchon n'en a pas profité. Est-ce que c'est la réalité de tout ça au terme d'une campagne électorale? Moi, je vous dis qu'on a gagné près de 10 points au cours de la campagne électorale, alors que les sondages... Mais j'entends bien, c'est pourquoi je vous dis arrêtons de parler de sondages, parce qu'on en revient à se dire des choses qui sont des banalités. C'est le premier sondage présidentiel on verra. Qui existe depuis D'accord, mais c'est quand même incroyable d'arriver à une situation où tout le monde déteste Macron dans ce pays, et on nous donne un sondage qu'en fait, il progresse depuis l'élection présidentielle. Et voilà pourquoi votre fille est muette, comme dirait une pièce de Molière. Voilà, on n'a pas compris pourquoi, mais c'est absolument merveilleux. Permettez que ce sondage, pour moi, ne correspond pas à ce que je vois dans le pays, et qui est intéressant à analyser. Il y a une colère extrêmement forte, une colère sociale. Le mouvement des Gilets jaunes, bien sûr, il charrie des contradictions en lui-même, comme tout grand mouvement populaire. Mais il met la question sociale au cœur du débat. Il fait revenir le peuple comme acteur. Alors que toute une série de gens voulaient parler de... Mais c'est pas le peuple dont vous rêvez. Mais moi, c'est un peuple où moi, je ne rêve pas de peuple, je vois le... Non, mais le peuple, cette composante, oui. Si vous voulez, le peuple de la Révolution française, qui est celui qu'aime Jean-Luc Mélenchon, n'est pas le peuple des Gilets jaunes. Hein. Il y a beaucoup de gens de droite et d'extrême droite. Il y a même des généraux qui réclament un putsch. Oui, d'accord. Non, mais on va les mettre de côté. Non, mais d'accord, mais il y a pas c'est pas du tout la même chose. Souffrez du fait que Jean-Luc Mélenchon est peut-être, selon vous, décalé par rapport à l'actualité, mais n'imagine pas le peuple comme celui d'il y a 250 ans. Il a bien compris que c'est pas la même chose. Non, ce que j'appelle le peuple, c'est précisément cette mobilisation populaire qui passe outre toutes les organisations politiques classiques, qui se réunissent sur des objectifs et des questions d'intérêt général, qui est notamment en mettant en premier point la question sociale, qui dit on a un problème, nous qui travaillons, nous qui bossons beaucoup d'ailleurs, c'est qu'à la fin du mois, on n'y arrive pas, et dès le 15 du mois... Alors, oui, non mais d'accord, il fallait quand même 4 semaines, comme vous dites, de mobilisation pour qu'enfin le gouvernement l'entende, alors que nous sommes quelques-uns, vous l'avez entendu durant l'élection présidentielle, à dire que c'était la question numéro 1. Et ce gouvernement a mis en place des mesures, sitôt arrivées, notamment en juillet-août 2017, qui allaient à l'inverse de l'augmentation des salaires. Donc vous voyez, la mobilisation populaire a fait bouger le curseur de manière intéressante. Et ça, il faut remercier les Gilets jaunes, qui bien sûr, parce qu'ils passent outre les organisations traditionnelles, disent beaucoup de choses. Mais même sur la question des taxes, par exemple, ou du moins la question de la fiscalité. Attention, les gens disent, on paye trop de taxes, c'est-à-dire, je suis obligé d'aller bosser et je vais payer plus d'essence, de diesel, c'est scandaleux, etc. La TVA qui me frappe, quels que soient mes revenus, de la même façon, donc qui touche particulièrement les milieux modestes. Mais les gens ne sont pas fermés à l'idée de payer des impôts sur le revenu. Mais ils veulent de la justice fiscale. Et si vous avez écouté Jean-Luc Mélenchon pendant l'élection présidentielle, pour parler de lui, nous on est pour passer de 5 tranches d'impôts à 14 tranches d'impôts, pour avoir une amplitude plus large, pour plus de justice fiscale. J'ai le sentiment que tout ça n'est pas contradictoire avec ce qui a été dit. Idem sur, je suis pour faire évoluer les institutions, je suis pour sortir de la Ve République, je suis pour qu'on ait un débat institutionnel par l'intermédiaire d'une assemblée constituante avec des droits nouveaux. Les gens, le mouvement des Gilets jaunes dit à sa façon des choses qui sont approchantes. Reconnaissez, Jean-Luc Mélenchon a essayé à plusieurs reprises de mettre les gens dans la rue. Il a été une première fois retoqué par les syndicats qui n'en voulaient pas. Non, c'est pas dire qu'ils n'avaient pas les mêmes intérêts que lui, mais en tout cas, ils ne voulaient pas qu'il prenne la tête de ce mouvement. Et là, les Gilets jaunes, on peut pas dire qu'ils aient fait de Jean-Luc Mélenchon leur héros. Bien sûr, ils n'ont fait de personne un héros. L'idole des jeunes, précisément, n'est pas... On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas très loin du Front National et très peu qui sont proches de la France Insoumise, il faut le dire. On verra pas du tout. Enfin, il y a des études qui démontrent que, au contraire, du point de vue des proximités politiques, je pense à une enquête du Monde, les gens se disent plutôt la France Insoumise est au moins au même niveau que le Front National. Mais tout ça, comment dirais-je,
C'est des sondages. La question, c'est quelle est la dynamique politique. Moi, je suis pas un boutiquier, je suis pas en train de vendre des petites cravates marquées France Insoumise. Mon problème, c'est que moi, je suis dans un groupe qui, en raison des institutions de la Ve République, est très minoritaire au sein du Parlement et a du mal à se faire entendre, et qui voit d'un seul coup toute une série de choses, y compris, je reviens au point de départ de votre interview, qui sont plutôt positives, même si je demande à voir dans le détail, qui ont été imposées par le mouvement, ce grand mouvement populaire, qui de toute façon, quel que soit l'avenir, peut-être que ça va s'estomper à la veille des vacances, mais restera dans la vie politique. Malheur à celui qui oublie le peuple, c'est la leçon à tirer. Après, tout ça crée un climat, moi c'est la manière dont je vois les choses, plutôt favorable à nos idées. Après, je termine. Bien sûr qu'il y a une course de vitesse avec l'extrême droite. Bien sûr. Pour capter, pour être l'instrument politique de cette colère populaire. Mais à voir si certains préfèrent jouer l'extrême droite plutôt que d'aider la France Insoumise. Et puis on peut aussi imaginer que ce mouvement des Gilets jaunes s'auto-organise, on va voir, hein. Parce que dans tout ce qui est sondé, très bien. Mais j'entends dire aussi que des Gilets jaunes veulent présenter des listes. Donc vous voyez, le paysage politique n'est pas aussi figé que ce que certains voudraient le dire pour expliquer à la fin que c'est soit Marine Le Pen, soit Emmanuel Macron. Je crois que les choses ne sont pas réglées comme ça. Alexis Corbière, car il faut toujours une chute. Merci d'être l'invité de Radio Classique ce matin. À quoi joue Jean-Christophe Rufin? Il s'appelle François Ruffin. François Ruffin, oui. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé Jean-Christophe. Non, mais écoutez, c'est un membre de notre groupe. François a beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, etc. Et moi, je trouve que c'est bien. C'est pas Brutus? Non, je crois pas. Déjà, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas César, c'est pas un empereur. Et puis, non, mais François, il fait des choses. Pourquoi tout le monde l'écrit dans les journaux ce matin encore? Parce que déjà, je pense qu'il y a certains journalistes qui aiment bien, avec un peu de malice, de créer des rivalités. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, François, lui, il a sa manière à lui de faire les choses. Vous savez, moi, je suis un militant, j'ai été syndicaliste, enseignant, etc. Et lui, François, c'est un réalisateur. Il a une manière de mettre en scène les choses qui, sans aucun doute, apporte une certaine fraîcheur à ce qu'on fait. Et certains veulent jouer la rivalité. Mais moi, vous savez. Mais ce n'est pas Brutus. Non, et de toute manière, je sais pas. Non, mais François, non. Et déjà, je pense pas qu'ils veulent être empereur, l'ami Ruffin, et Jean-Luc ne l'est pas. Et puis pour terminer, message à tout le monde, c'est que de toute manière, il n'y a pas d'avenir autre que collectif. Ce que m'a appris Jean-Luc Mélenchon, c'est que il faut, pardon l'expression triviale, il faut chasser en meute. Donc tous ceux qui croient que par leur propre personnalité vont régler les problèmes n'y arriveront pas. Et François Ruffin le sait très bien. Donc certes, il prend la lumière à l'heure actuelle, mais cette lumière, elle nous profite à tous. Il n'y a pas que lui qui la prend d'ailleurs. Adrien Quatennens, Mathilde Panot, etc. Vous voyez, France Insoumise est un grand mouvement plein de talent. Je lui rends son prénom, François, et non pas Jean-Christophe. Qui est un bel écrivain. Voilà, et ambassadeur. Confondu absolument avec Jean-Christophe Ruffin, qui fut ambassadeur au Sénégal. Prix Goncourt et membre de l'Académie française. Il est 8h30. Merci, bonne journée à vous, Alexis Corbière. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous tout à l'heure avec Luc Ferry. Voici Laurence Gontier pour le rappel des titres, Michel Grossior pour l'indispensable revue de presse. Et